Merci à tous d'être là pour cette séance. Je vous présente donc aujourd'hui, nous aurons deux intervenants. Donc, vous savez, tout ça, c'est dans le cadre de la Semaine du cerveau. C'est l'édition à Monaco, c'est depuis 2019 et c'est la 27e édition en France. On est très content d'accueillir aujourd'hui deux intervenants qui sont donc le professeur Hervé Madé, qui est le président de la faculté de psychologie et de psychanalyse d'Aix, d'Aix-en-Provence. Et c'est une structure qui existe depuis l'année 2000, depuis 25 ans, qu'il a fondée et qui compte aujourd'hui 4000 étudiants en France et à l'étranger également. Et il y a de multiples partenariats avec d'autres structures à l'étranger aussi, françaises et à l'étranger. Et après, je vais vous présenter Madame Dupont qui va vous parler de l'autisme. Donc, je vous laisse avec Monsieur Madé qui va parler d'un thème sur les neurosciences, mais que vous allez tous comprendre, justement. Je vous laisse. Merci de m'accueillir. Donc le thème général de mon intervention, c'est le décryptage qu'on peut faire des comportements quotidiens, vus à la fois sous l'angle psychologique, psychanalytique et neurosciences, et les liens qu'on peut faire entre les deux disciplines. Au début du XXe siècle, les découvertes de Freud avaient suscité beaucoup d'émoi et également un certain nombre de polémiques. Et notamment, il y avait une idée dérangeante, c'était que euh, cette, je ne sais pas si c'est le mot découverte qu'il faut utiliser, mais enfin, cette découverte de l'inconscient remettait en question la capacité de l'être humain d'être, de pouvoir contrôler en fait la plupart de ses faits et gestes. Donc l'idée de cet inconscient, c'était que finalement, on était pas mal gouverné par lui et que bon, la maîtrise finalement était toute relative. Pour vous donner un ordre d'idée, situer un peu les choses, aujourd'hui on considère que 80% de nos faits et gestes quotidiens ne sont pas décidés volontairement. Alors, quand on dit ça, on n'évoque pas des grandes décisions qui ont été réfléchies depuis des mois et des mois. Non. Simplement les gestes du quotidien, ceux qu'on répète et pour lesquels on n'a pas l'impression de réfléchir plus que ça. Un exemple pour étayer ça, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites où on a mesuré différents temps de réponse au niveau musculaire et physiologique. Et on s'est aperçu que entre le moment du passage à l'acte, je matérialise un peu la chose, entre le moment où je décide de prendre cette bouteille et le moment où cette idée-là est réellement consciente chez moi, il y a un petit temps de latence, quelques millièmes de seconde. Sauf que ce n'est pas dans le sens qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que le déclenchement du comportement musculaire est antérieur à la présence dans ma conscience de cette idée-là. Ce qui prouve tout simplement que, quelque part, je ne l'ai pas décidé volontairement. Je l'ai décidé quelque part, bien sûr, mais pas volontairement et pas consciemment. Plus généralement, on peut établir, et de plus en plus, un parallèle important entre la théorie analytique, la cartographie freudienne du psychisme et les avancées en neurosciences. Aujourd'hui, la grande majorité des neuroscientifiques sont en même temps psychanalystes.
Et on les entend souvent dire que régulièrement, ils n'ont pas d'autres explications sur certains phénomènes psychiques que ceux qu'on attribue habituellement à la psychanalyse. Voilà. Donc, ça changera hein, certainement. On aura à l'avenir sans doute toutes les explications possibles d'un point de vue neuroscientifique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et ben, la psychanalyse est en relais de ce manque, encore aujourd'hui. Ces liens qu'on peut faire entre neurosciences et psychologie, d'un point de vue général, permettent de toute façon une meilleure compréhension de ces comportements, y compris les plus pathologiques. Et on doit évoquer que lorsque on fait une étude, une recherche d'ordre psychologique, ben, il faut toujours garder à l'esprit que derrière ça, il y a des phénomènes purement biologiques qui sous-tendent cette psychologie. La partie visible et invisible d'ailleurs de notre comportement psychique s'explique par des fonctionnements neuronaux assez simples finalement. Le premier paragraphe de cette intervention, c'est le rôle du cerveau dans la prise de décision. Premier point à évoquer, c'est la partition du cerveau en trois étages, c'est bien connu. Le cortex, le plus superficiel, le cerveau limbique, un petit peu en dessous, et le cerveau reptilien, enfin, le plus profond. Chacun ont des rôles bien spécifiques. Pour le cortex, c'est le siège des prises de décision rationnelles, réfléchies, tout à fait conscientes. Euh, il est question à cet endroit-là de lien entre des circonstances actuelles et des circonstances passées. L'expérience, en quelque sorte. Hein, pour faire en sorte que la prise de décision soit la plus adaptée possible à l'environnement actuel. Donc, ce cortex, c'est le siège des sentiments. On reviendra tout à l'heure sur cette nuance entre sentiment et émotion. En dessous, donc, le cerveau limbique. Le terme limbe signifie à l'origine frontière. Donc, ce cerveau limbique se situe à l'interface entre le cerveau reptilien très profond et le cortex en superficie. Donc, interface entre deux cerveaux, le supérieur qu'on va qualifier de cognitif et l'inférieur de végétatif. Il est le siège, lui, des émotions, surtout issues des premières expériences de la vie de l'enfant, et plus particulièrement les plus douloureuses. Donc la différence entre émotions et sentiments, c'est que les émotions sont présentes dès la naissance chez l'enfant et elles sont identiques quasiment chez tous les enfants. Ensuite, à partir de là, chaque enfant a un vécu particulier. Ces émotions vont être là présentes toute sa vie, mais par contre, vont donner lieu aussi à des sentiments. C'est-à-dire que le sentiment, c'est l'émotion plus l'expérience vécue. Le cerveau reptilien, lui, il est le siège des comportements très primitifs de notre fonctionnement organique le plus basique, la respiration, la digestion, etc., etc. Donc celui-là est totalement inconscient, même si les décisions qu'il prend ont des effets conscients. On est bien conscient de respirer, bien sûr, mais par contre, ce n'est pas nous qui avons pris la décision. Dans ce fonctionnement cérébral,
un passage particulier par ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ce sont des substances qui sont produites dans les neurones et stockées dans les neurones du cortex, qui sont destinées à être transmises à d'autres neurones et qui ont en charge finalement le lien entre les neurones, la transmission notamment d'un flux nerveux. Les deux principaux neurotransmetteurs, c'est la dopamine et la sérotonine. La dopamine intervient notamment dans la motivation, dans le circuit de la récompense, et pour la sérotonine, plutôt sur la question de l'humeur et de l'impulsivité. Ces deux neurotransmetteurs sont également prépondérants dans ce qu'on appelle les psychoses. Les psychoses, ce sont essentiellement la schizophrénie, la paranoïa et les troubles bipolaires. Et on sait aujourd'hui que ce sont les excès ou les déficits de ces neurotransmetteurs qui sont en partie responsables du fonctionnement psychotique, sachant que tout ça a été et est géré principalement par une génétique particulière. On considère à peu près aujourd'hui que entre la psychose et la névrose, la psychose est majoritairement d'ordre génétique, même si le vécu de la personne rentre aussi en ligne de compte. Pour la névrose, donc la névrose, ce sont les états classiques, ceux de Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, et puis certains un peu plus pathologiques, mais nettement moins que ceux de la psychose. Dans ce cas-là, les proportions s'inversent, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20% d'ordre génétique et 80% liés au vécu de la personne. Donc ça s'exprime notamment dans ce qu'on appelle la prévalence de la maladie dans la population. Pour la psychose, à partir du moment où ce sont les facteurs génétiques qui sont prédominants, ça veut dire que la proportion de schizophrènes ou de paranoïaques dans la population est relativement stable. Contrairement à la névrose, qui est très culturelle, avec des chiffres qui varient beaucoup d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre. Je prends un exemple tout simple, les états limites, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est une pathologie strictement culturelle, qui n'existait quasiment pas il y a 50 ans ou un siècle, et qui n'existe toujours pas, ou quasiment pas, dans d'autres cultures que nos cultures occidentales. Ensuite, deuxième paragraphe, les automatismes et l'apprentissage. On a un certain nombre de structures à la base du cerveau qui sont responsables de ces automatismes et de cet apprentissage. Ce sont des ganglions. Donc, on cite par exemple le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale, avec chacun des rôles différents. Le thalamus, par exemple, filtre et transmet au cerveau des informations sensorielles. On va revenir sur la question de filtre. L'hypothalamus, lui, c'est principalement la gestion des fonctions végétatives, celles qu'on évoquait tout à l'heure, respiration, digestion, etc. L'hypophyse, rôle très important, la production générale des hormones, ou en tout cas la commande de cette production d'hormones. Et enfin, la glande pinéale, production de la mélatonine, qui est régulatrice de l'ensemble à peu près des rythmes biologiques. Un petit détour par filtre et transfert au cerveau. Là, on va quitter le plan neuroscientifique pour se retrouver un petit peu dans le plan plus psychologique. Il y a une structure psychique qui s'appelle le parexcitation et qui fait l'interface entre l'extérieur et l'intérieur du psychisme.
Cette structure est là pour protéger notre psychisme. Elle filtre ce qui vient de l'extérieur, qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Et donc, plutôt que de parler de perception de l'extérieur, on devrait plutôt parler de sélection. Je vous donne un exemple clinique. On réalise une expérience, on montre un film de 3 minutes à une audience de 25 personnes. Un film tout simple, hein, un enfant qui joue avec un ballon, enfin, des choses toutes simples. À l'issue de la projection, on demande séparément à chacune des personnes ce qu'elles ont retenu du film. Et on a à peu près autant de versions que de personnes. Parce que chacun a filtré ce qui est acceptable pour lui et ce qui ne l'est pas, en fonction de sa propre histoire, des traumatismes, des expériences douloureuses qu'il a vécues depuis qu'il est né. Donc, ce par-excitation, il est spécifique à chaque personne. Il n'est pas du tout identique d'une personne à l'autre. J'avais un prof, il y a longtemps, de fac, qui disait en fait, euh, il n'y a pas de réalité, il n'y a que des réalités psychiques. C'est-à-dire que nous avons chacun notre réalité, parce que notre perception de ce qui se passe devant nous est très différente, très variable. Ce mécanisme est destiné à préserver notre équilibre psychique. Il y a des choses qui sont des éléments dans notre environnement qui sont très dérangeantes, qu'on ne veut plus voir, et on s'en protège par ce par-excitation. Cependant, il y a des cas où ce mécanisme ne fonctionne pas. Ça s'appelle le traumatisme. Le traumatisme, c'est un événement qui se passe devant nous et ce par-excitation dont je vous parlais à l'instant est complètement débordé. C'est-à-dire que le niveau émotionnel, l'intensité de l'événement passe par-dessus et envahit complètement le psychisme. Souvent, il y a une forme de sidération chez la personne qui est incapable de réagir aussi bien au niveau psychique qu'au niveau fonctionnel, physique. On peut parler d'une forme de blackout temporaire du psychisme et du cerveau. Incapacité totale pendant quelques secondes à réagir. Ce traumatisme, évidemment, c'est une expérience très douloureuse. Le par-excitation, ensuite, va, quand il peut, essayer de nous préserver de tout ce qui pourrait nous rappeler les circonstances de ce traumatisme. On ne réagit pas du tout de la même façon devant un même événement traumatique. On prend, je sais pas, un exemple d'attentat. Vous avez une catégorie de personnes qui va mettre un certain temps à faire le deuil de ce qu'elle a vécu, et puis d'autres personnes qui n'arriveront jamais à faire le deuil de cette expérience. Ce qui veut dire qu'on est obligé, dans ce cas-là, pour rendre compte de ce qui se passe, d'invoquer quelque chose de personnel. On ne peut pas uniquement attribuer à l'événement lui-même la totale responsabilité de ce qui se passe chez la personne. Donc il y a une part qui appartient à chacun de nous et qui fait que cet événement va être traumatisant ou pas. Je pense qu'on peut parler de traumatisme à partir du moment justement où le deuil ne peut pas en être fait. Qu'il y ait une période de grande tristesse, etc., de grande émotion, forcément, bien sûr. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais au bout d'un certain temps, le deuil va se faire ou pas. Euh, donc ça, c'est la question du traumatisme en rapport avec ce par-excitation. Euh, avec le temps, il se crée une forme d'allergie, d'hypersensibilité. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'événement qui a été à la source du traumatisme, bon,
et à éviter absolument. Mais avec le temps, les liens que la personne indirectement fait avec ces circonstances actuelles sont de plus en plus indirects, en fait. Hein. Comme si l'allergie euh, psychique développait une surveillance de plus en plus accrue pour éviter d'être impacté par des circonstances qui indirectement ne sont pas en rapport avec le traumatisme, mais qui la rappellent à la personne. Autre point également, en psychologie, on considère que le traumatisme chez l'adulte n'existe pas. Alors, entendons-nous sur cette notion. Ça ne veut pas dire qu'un adulte ne peut pas se retrouver dans des circonstances dramatiques pour lui, avec une émotion incroyable, etc. Non. Ça veut dire que, c'est la théorie, ça veut dire que la source de ce traumatisme ne se situe pas actuellement, mais se situe dans l'enfance. Et que de ce fait, chaque traumatisme de l'adulte est une résonance d'un premier traumatisme qu'il a vécu pendant l'enfance. Ça permettrait d'expliquer que on a des réactions totalement différentes devant le même événement. Ça veut dire que c'est lié au vécu de la personne. L'événement de départ, qui a été traumatisant, n'a pas été forcément dramatique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir également un événement tout à fait banal. Hein. Mais il a eu valeur de traumatisme, voire de drame, pour l'enfant à ce moment-là. Et parfois, on invoque une simple parole des parents, pas plus. Mais bon, voilà, pour des raisons qui appartiennent à l'enfant, à ce moment-là, ça a été compliqué. Et le traumatisme de l'adulte n'est en fait qu'une répétition, plus ou moins symbolique, de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Deuxième point, la, la plasticité à la fois cérébrale et neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier en fonction des expériences vécues et en but l'apprentissage et l'adaptation aux nouvelles situations. Le cerveau est capable de se modifier, euh, soit lors des premiers mois de la vie, soit effectivement plus tard, lors d'apprentissage euh, plus ou moins long. Enfin un détail, non pas un détail, un renseignement dû aux neurosciences, en fait. Au moment de la naissance, les connexions neuronales sont multipliées brutalement par 10. C'est-à-dire que juste avant la naissance, un dixième des neurones à peu près étaient connectés entre eux. Juste après la naissance, on a 100%, ou quasiment. Ce qui veut dire que ça relativise, ça c'est mon avis personnel, ça relativise beaucoup euh, l'importance de ce qui s'est passé en prénatal. On ne dit pas qu'il ne se passe rien, c'est sûr, mais ce qui se passe juste après la naissance, finalement, semble 10 fois plus important. Et c'est assez logique dans la mesure où cet enfant in utero, il n'a rien à faire, il n'a pas à s'adapter à quoi que ce soit. Alors, il peut subir effectivement des moments d'angoisse de sa mère, etc. Il n'y a pas de problème. Mais son rôle adaptatif est négligeable, contrairement à juste après la naissance, où il arrive dans un milieu, dans une culture particulière, et là, il faut qu'il s'adapte. Donc, euh, le moment de la naissance est à la fois un traumatisme, mais à la fois un traumatisme obligatoire, utile. Hein. D'ailleurs, c'est Jacques Lacan qui parlait de l'utilité du traumatisme. L'utilité de ce traumatisme, c'est de réveiller l'enfant, en fait. C'est de lui dire, bon, maintenant, il faut que tu te bouges. C'est à toi de réagir quand ça ne va pas, quand tu as faim, ou quand tu as mal quelque part. Contrairement à ce qui se passait in utero.
Les expériences passées conditionnent énormément nos comportements futurs. Entre les expériences douloureuses et les expériences agréables, ce sont celles qui sont douloureuses qui sont beaucoup, beaucoup plus marquantes pour l'individu. La raison est simple, c'est qu'il est nécessaire de s'en protéger. Donc d'éviter à la personne, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan corporel, d'y être à nouveau confrontée. Donc ces expériences douloureuses sont très marquantes et le parexcitation dont on parlait tout à l'heure est destiné justement à s'en protéger. Un exemple à la fois de la plasticité et de l'adaptabilité des fonctions cérébrales et neuronales. À la naissance, un enfant a toutes les capacités possibles pour parler ultérieurement toutes les langues qui existent sur la Terre. Simplement, il va être confronté, dans le cas le plus fréquent, à une seule langue, sa langue maternelle. Donc ça veut dire que là aussi, il y a des neurones qui vont se développer en rapport avec cet apprentissage-là et d'autres qui vont, pas dépérir, mais se déconnecter en fait, parce qu'il n'en a pas besoin, par exemple, avec cette phonétique-là, dans cette langue maternelle-là. Voilà un exemple d'adaptation du fonctionnement cérébral. Bien sûr que cette langue maternelle va être déterminante au-delà de ce qu'on imagine. Euh, Ça, c'est aussi mon avis personnel. La première année de vie est ultra déterminante pour l'enfant et l'adulte ensuite. Et on en a un peu, malheureusement, l'expérience aujourd'hui dans notre culture où la plupart des comportements qu'on observe chez les adolescents sont dus à cette période-là. C'est une période où l'enfant est focalisé sur une partie de son corps, ce qu'on appelle la sphère orale. D'où le terme d'oralité pour décrire cette période de première année de vie. Et voilà, encore une fois, la plupart des comportements adolescents et adultes aujourd'hui sont liés à cette période-là. Je vous donne un exemple, l'usage des stupéfiants, qui s'est multiplié par X depuis quelques dizaines d'années. C'est une conséquence de cette période-là et d'événements qui se sont plus ou moins bien passés pendant ce moment-là. Si vous avez des questions au fur et à mesure, on peut aussi y répondre. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Est-ce qu'il y a un micro qui... Non? Donc n'hésitez pas. En fait, ces neurones s'adaptent, donc il augmente ses capacités, et on sait bien que plusieurs langues dès le départ, ça va faciliter ensuite l'apprentissage d'autres langues, en fait. Hein. Donc il y a une adaptabilité totale aux besoins de l'enfant. Mais cela dit, la langue maternelle va rester prédominante. Et se prolonger d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on parle de l'école maternelle, qui est le prolongement de finalement la fonction maternelle. Il faut savoir que pendant les 6 premiers mois, voire même peut-être jusqu'à 18 mois, la place du père pour cet enfant, elle est réduite. Le père existe, bien sûr, l'enfant est conscient d'avoir un père, mais son investissement, qu'on appelle libidinal, donc de relation à l'autre, est quasiment exclusivement maternel pendant les 6 premiers mois et encore majoritairement maternelle pendant les 12 mois suivants. Passé 18 mois, c'est autre chose.
Troisième point, le traitement sensoriel et cognitif des informations. Les informations sensorielles sont captées par nos organes des sens et transmises au cerveau pour qu'il les analyse. Exemple, le cortex visuel, donc une partie de ce cerveau hein, cortical, interprète les images, tandis que le cortex auditif traite les sons, comme son nom l'indique. On a parlé de parexcitation, de traumatisme, de perception et de sélection. On peut également évoquer le fait que, encore une fois, il faut mettre en correspondance un fonctionnement psychique et un fonctionnement biologique qui le sous-tend. À chaque fois qu'on évoque un phénomène psychologique, il faut se dire que donc il y a l'équivalent en, en physiologie, donc en biologie du cerveau, et la biologie du cerveau n'a pas une capacité infinie. Elle est réduite parce que forcément, si on invoque des phénomènes physiologiques, bah, tout ça, ça consomme de l'énergie, c'est pas infini. Freud avait déjà évoqué cette histoire-là, sans savoir qu'ensuite il y aurait une correspondance, en disant que, par exemple, les capacités de refoulement, c'est-à-dire ce qu'on met de côté dans l'inconscient, parce qu'encore une fois, ce n'est pas acceptable pour nous. Ça s'appelle le refoulement. C'est-à-dire que des contenus conscients, des images, des événements, etc., vont être stockés dans l'inconscient pour éviter d'être trop dérangeants pour la conscience. Bah, il avait évoqué que cette capacité de stockage n'était pas infinie et qu'il fallait des phénomènes pour, de temps en temps, alléger cet inconscient, faire sortir des éléments pour pouvoir en stocker d'autres. Aujourd'hui, on en a aussi la preuve, la matérialisation avec les neurosciences. À partir du moment où ce refoulement, il est dû aussi à un phénomène biologique. On s'est aperçu récemment qu'il y avait à peu près un quart des neurones du cortex qui avaient comme rôle d'empêcher la mémorisation, d'empêcher la mise en mémoire. Ça correspond très précisément à ce qu'on appelait le refoulement auparavant. Ouais. Et donc voilà, à la fois ça fait le lien entre psychologie et neurosciences, et à la fois ben, on vérifie l'idée initiale de Freud. Quoi. Le cortex est responsable également de la perception du toucher, de la douleur et des sensations corporelles, influençant ainsi notre interaction avec l'extérieur. Un détour par la notion de douleur. On sait tous que la perception de cette douleur, elle est très variable d'une personne à l'autre. Et pour donner une explication à ça, entre autres, il faut invoquer le fait qu'il y a deux notions qui sont difficilement séparables. C'est la notion de douleur et la notion de mémoire. C'est-à-dire que, alors évidemment qu'il y a un certain seuil de douleur à partir duquel tout le monde est sensible et ressent cette douleur. En deçà de ce seuil, finalement, c'est plus euh, l'interprétation, la perception psychique de la douleur qui est déterminante. Et ça, encore une fois, c'est essentiellement en rapport avec nos souvenirs, encore une fois, les plus douloureux des expériences vécues. Donc, douleur et mémoire inséparables. Et alors encore plus, parce que là on parlait d'une douleur physique, mais encore plus si on évoque une douleur psychique. Là c'est quasiment uniquement une histoire de mémoire en fait, et d'expérience vécue.
Un autre point sur l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, aussi bien au niveau psychique qu'au niveau corporel. On parle de ce qu'on appelle les enveloppes. Les enveloppes psychiques d'un côté, les enveloppes corporelles de l'autre. Pour le corps, c'est la peau, notamment, qui fait l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, et également la surface pulmonaire. Si on considère le trajet de l'air qui arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires, il ne franchit aucune barrière pour arriver aux alvéoles. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore à l'extérieur du corps jusqu'aux alvéoles. Ensuite, effectivement, rentrant dans les alvéoles et étant transmis au sang, là, on est à l'intérieur du corps. On parle du milieu intérieur. Donc, on a deux enveloppes corporelles, en fait, qu'on peut évoquer, la peau et cette surface pulmonaire. Et on a une enveloppe psychique. Tout à l'heure, on parlait du parexcitation. C'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un parallèle très important qui peut se faire entre les deux et que chacun de nous fait symboliquement. On va évoquer la notion de maladie psychosomatique et que, par exemple, chaque fois que la personne a un problème relationnel important, donc un problème avec l'extérieur, finalement, il y a une probabilité importante, c'est pas automatique, mais forte probabilité que ça se transforme en maladie psychosomatique. Donc, exemple, eczéma, etc., etc. Et de la sorte, on peut avancer que toute maladie de peau a au moins en partie une origine relationnelle. C'est très bien que lorsque la personne a un problème relationnel, tout de suite, elle fait une crise d'eczéma. Et puis ensuite, ça se calme. Voilà. On peut dire exactement la même chose des maladies respiratoires. Problème relationnel, risque de maladie psychosomatique d'ordre respiratoire. Exemple, l'asthme. L'asthme également, on a tous observé qu'une personne asthmatique, lorsqu'elle est en conflit avec son entourage, tout de suite, c'est crise d'asthme. Pour exprimer le fait que voilà, il y a un lien très fort psychosomatique entre ce qu'elle vit et donc ses comportements également, et puis son psychisme. D'ailleurs, à ce sujet, pour les maladies psychosomatiques, on peut considérer qu'il y a deux niveaux. Prenons le cas de l'ulcère à l'estomac. Il y a un premier niveau où il n'y a pas d'atteinte physiologique, simplement une douleur. Et un deuxième niveau où là, le tissu est atteint avec lésions, ulcérations, etc. Autre exemple de maladie psychosomatique un petit peu du même ordre, c'est le cancer du sein. Le sein, c'est le seul organe qui ne sert qu'à l'autre. Donc c'est vraiment un organe qu'on pourrait qualifier de relationnel en fait. Dans 80% des cas de cancer du sein, on a pu observer qu'au préalable, il y avait eu un problème affectif, relationnel important pour cette femme. Donc rupture amoureuse, etc., etc. Là aussi, c'est jamais automatique, mais il y a une probabilité importante de maladie psychosomatique. Ensuite, et là, il va être question de nos comportements aussi, ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs. On peut citer par exemple l'effet de confirmation ou l'illusion de contrôle. Concernant l'effet de confirmation, c'est la tendance de chaque individu dans son environnement à ne percevoir que ce qui est si bien confirmer son opinion personnelle. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à mettre de côté
ce qui n'est pas en accord avec ses convictions et à ne retenir que ce qui vient confirmer ce qu'elle pensait déjà auparavant. Et donc ça, euh, ça a une influence très importante, alors, dans notre perception, bien sûr, mais dans les comportements ensuite qui en découlent. On a, d'autre part, l'illusion de contrôle. C'est la tendance de l'individu à surestimer sa capacité de contrôle à la fois de son environnement proche et aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, de ses faits et gestes. On a tous tendance à surestimer ça. C'est sans doute un reste d'une époque de la petite enfance où on parlait de la toute-puissance, hein, d'un fantasme de toute-puissance. Chaque enfant, quand tout va bien, traverse un petit moment de son développement où il en est question. Ensuite, l'impact des émotions sur nos comportements. Dans ce registre, l'amygdale, une petite structure du cerveau, joue un rôle clé dans cette gestion des émotions, notamment la peur et l'anxiété qui influencent énormément nos réactions. Tout à l'heure, on a parlé de traumatisme. Euh, on a parlé également de la distinction qu'on pouvait faire entre émotion au départ et sentiment ensuite. Toutes nos décisions et tous nos comportements psychiques, conscients et inconscients, passent au préalable par une étape inconsciente. Il n'y a pas d'exception à ça. Ça veut dire que qu'on a euh, une prise de décision initiale qui se fait dans l'inconscient, donc certainement dans le cerveau reptilien ou limbique, et ensuite, à la fin, un passage à l'acte éventuel, qui lui est conscient, donc qui appartient plus au cortex. Entre les deux, il y a quelque chose qui interfère, ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Ils sont issus, là aussi, de nos expériences et de préférences douloureuses. Ce qui peut expliquer que euh, devant un environnement particulier, on ne ressent pas les mêmes choses. Nos mécanismes de défense, comme leur nom l'indique, sont là pour également protéger notre psychisme, mais ils ont un impact très très fort sur nos comportements. Donc là encore, vous voyez que la notion de liberté, de décision, etc., elle est très relative. Et qu'on est sous l'influence directe euh, des émotions et des sentiments qui se sont mis en place depuis notre naissance. Ensuite, sur la notion du stress. Le stress chronique, on pourrait dire la même chose pour l'angoisse d'ailleurs, on va revenir sur la distinction entre les deux, modifie la structure du cerveau, impactant la mémoire, la prise de décision, mais aussi l'anatomie en fait du cerveau. Peut conduire à des comportements impulsifs ou une aversion au risque. Un exemple, vous vous souvenez de c'est Cyril Nick qui parlait de ça, des enfants qui avaient été recueillis en Roumanie et qui avaient été élevés dans des orphelinats euh, avec très peu d'attention qui leur était portée. À tel point que vous aviez une salle où il y avait 50 berceaux et une personne au fond de la salle qui surveillait tout ça. Les troubles psychiques, en fait, étaient proportionnels à l'éloignement entre le berceau et la personne responsable.
Et plus on allait vers le fond de la salle, plus les troubles étaient importants. Alors, troubles psychiques, mais également troubles anatomiques dans la construction et le développement du cerveau. Heureusement, dans la majorité des cas, c'était rattrapable. Dès que ces enfants qui ensuite retrouvaient, par exemple, un milieu familial plus favorable, euh, retrouvaient également une anatomie du cerveau à peu près normale. Là aussi, on revient à la plasticité finalement de tout à l'heure. Ensuite, la question de la mémoire, qui influence bien sûr énormément nos comportements. Dans 90% des cas de troubles de mémoire, alors on ne parle pas des personnes âgées, on ne rigole pas, donc dans un nombre très important de cas, ce n'est pas un trouble de mémoire en fait. C'est un niveau de stress ou d'angoisse qui occupe beaucoup d'énergie et qui du coup vient perturber la mémorisation. Euh, alors, différence entre stress et angoisse. Différence est assez simple. Dans le stress, la personne a une raison objective d'avoir peur. Et elle connaît cette raison. Il y a un danger objectif qui se présente devant elle. L'angoisse, c'est un mal-être, mais dont la personne ne connaît absolument pas l'origine. Il y en a une, bien sûr, ça n'arrive pas au hasard, mais elle n'est pas consciente de ce qui se passe. L'attitude de quasiment tous les êtres humains, c'est d'essayer de transformer cette angoisse en stress. C'est-à-dire de trouver une raison objective à son mal-être. Le cas le plus explicite de ça, c'est la phobie. La phobie avec un objet phobique, l'ascenseur, etc., etc. Il y a une projection qui se fait sur un objet extérieur, ce qui a le double avantage de déculpabiliser la personne et d'autre part de lui donner l'illusion que quand cet objet-là n'est pas présent, ça va bien, elle est protégée. Ce qui est illusoire, mais bon. Cette angoisse, euh, elle, elle est tout à fait contre-productive sur tous les processus cognitifs. On parlait de la mémoire, mais on pourrait citer plein d'autres. On sait tous que, je ne sais pas si on va passer un examen écrit quelconque, on ne va pas avoir le niveau cognitif qu'on pourrait avoir si on était tranquillement chez soi à passer le même test. Donc, ce qui veut dire que voilà, stress et angoisse sont contre-productifs euh, au niveau cognitif. Les émotions, on l'a dit, sont fortement liées à la mémoire. Les expériences marquantes sont beaucoup mieux retenues par le cerveau que les autres, ce qui va influencer nos choix futurs. Pour revenir au traumatisme de tout à l'heure, ces émotions et encore plus ces sentiments qui ont pris naissance avec le vécu de la personne sont responsables de notre perception des événements. C'est ce qui explique, entre autres, que on ne va pas avoir la même perception devant un événement identique. Donc, finalement, tout à l'heure, on disait perception égale sélection, finalement, mais on pourrait ajouter également émotion ou sentiment. La perception est directement liée au niveau émotionnel qu'elle génère. Et à partir de là,
la suite logique, c'est idem, c'est-à-dire nos comportements. L'idée principale de ce but-là, c'est de euh, finalement, bon là on va un petit peu aller sur la question analytique, tant pis. Parce que effectivement, comme vous l'avez dit, nos émotions et donc nos sentiments ensuite vont interférer pour orienter finalement nos passages à l'acte et nos comportements. On n'en est pas conscient du tout de ça, hein. L'influence est très forte, mais on n'en est pas conscient, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire une prise de conscience chez la personne de l'origine de ses sentiments et de ses blocages éventuels que ça développe chez elle. Donc faire revenir à la mémoire les événements les plus douloureux qui ont généré ces sentiments. Tout à l'heure, on parlait du par-excitation, des mécanismes de défense, etc., qui nous protègent et qui font, et on a même évoqué les neurones inhibiteurs, qui empêchent la mémorisation, hein, en but de nous protéger. Donc, l'idée, c'est de faire revenir à la mémoire tous ces contenus qui ont été très douloureux à l'origine, qui sont restés mémorisés quelque part, mais pas dans la conscience, et qui interfèrent dans tous nos comportements. Voilà. À partir du moment où on retrouve la connaissance de l'origine du problème, on ne va pas dire que tout est réglé, mais pour une partie quand même. Donc on retrouve de la liberté en fait de choix de nos comportements et de nos décisions. Ensuite, les mécanismes de l'empathie et de la communication. Et là, il est question notamment des neurones miroirs, qui permettent de percevoir et d'imiter les émotions et les intentions qui sont perçues chez les autres, pour faciliter l'empathie, la communication et l'adaptation. On a observé que chez certains enfants de quelques heures, ils étaient capables de reproduire déjà les mimiques de leur maman. C'est dire à quel point ils sont vigilants et observateurs de ce qui se passe chez leur maman. On peut considérer que le psychisme de l'enfant euh, prend, qui n'est pas encore capable d'un tas de choses, hein, pas assez mûr, pas assez comment dire, terminé, ben, prend comme psychisme de substitution sa maman. C'est-à-dire que sa perception de l'environnement, elle passe par sa maman. Il voit l'environnement au travers du regard de sa maman. Ça veut dire que pour des raisons qui lui appartiennent, si cette maman est très angoissée, par exemple, parce qu'elle a eu un vécu particulier, des épreuves, etc., l'enfant va systématiquement traduire ça en ma mère est angoissée. Ça veut dire qu'on est dans un environnement qui est dangereux, donc je dois être, moi aussi, angoissé. Je dois euh, être attentif à ce qui se passe pour prévenir toute éventualité. La notion d'angoisse,
se transmet donc de génération en génération. Peut-être aussi in utero, pourquoi pas, c'est sûr, mais ça c'est mon avis personnel, je dirais majoritairement après la naissance. En deux temps d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, cet enfant récupère l'angoisse de sa maman, et dans un deuxième temps, il commence à percevoir dans quelles circonstances sa maman est angoissée. Et il s'aperçoit que, effectivement, de façon récurrente, chaque fois que sa maman est exposée à un environnement particulier, elle est angoissée. Donc lui aussi fait le lien. Il avait déjà récupéré le niveau d'angoisse. Maintenant, il récupère les causes apparentes de ce mal-être. Et c'est comme ça que se transmettent de génération en génération, essentiellement, ces angoisses, ces peurs, ces phobies, etc. Ils vont bien sûr avoir un impact très important sur nos comportements. C'est aussi de cette manière-là que se transmettent les traumatismes. Cette maman traumatisée à un moment de ton existence, avec angoisse et tout ce qu'on veut, va transmettre tout ça à son enfant, qui lui aussi va être angoissé, et lui aussi va être traumatisé par les mêmes événements, les mêmes circonstances, les mêmes personnes, peut-être. Par rapport à ces neurones miroirs, il y a une notion qui est importante, c'est celle d'identification. L'enfant qui arrive au monde, il a deux objectifs. Premièrement, apprendre à se connaître. Et deuxièmement, apprendre à acquérir un comportement qui soit adapté au groupe dans lequel il arrive, à la culture dans laquelle il arrive. Tout ça se passe, pas uniquement, mais beaucoup par l'intermédiaire du regard de la mère. C'est-à-dire qu'il cherche dans le regard de sa maman qui il est et comment il doit se comporter pour, pour s'adapter. Donc, cet échange de regard est capital. Il y a certaines pathologies d'ailleurs où ça ne se produit pas. Dans le cas de la psychose, une des observations cliniques très très précoces chez l'enfant, ben, c'est le fait que cet enfant, contrairement à un enfant normal, n'essaye pas de croiser le regard de sa mère. Il lui est indifférent et même il l'évite. Voilà. Alors que dans le cas normal, l'enfant cherche absolument à croiser le regard de sa mère. Parce qu'il en a doublement besoin, comme on vient de le dire. Les identifications, il y en a deux principales à partir de la naissance. Une première par rapport à la mère, entre 0 et 18 mois. Une seconde par rapport au père, entre 18 et une trentaine de mois. Elles sont capitales pour la suite du développement de l'enfant. Dans notre culture occidentale, l'identification à la mère a pris une part prépondérante. Elle empiète même sur l'identification au père. L'enfant attend à la base des comportements un peu différents de la part de sa mère et de la part de son père. Il est un peu fabriqué pour attendre des choses différentes. Dans notre culture, il y a une sorte de nivellement des comportements. C'est-à-dire que entre entre la fonction maternelle et la fonction paternelle, il y a beaucoup plus d'égalité qu'auparavant. Alors, sur le plan intellectuel, ça ne peut être que défendable, bien sûr. Il n'est pas certain que ce ne soit pas un peu préjudiciable pour le développement de l'enfant, qui a besoin de deux modèles bien distincts. On s'aperçoit notamment d'une répercussion actuelle de ce manque. Aujourd'hui, on a en Occident à peu près 25% des adolescents qui déclarent ne pas avoir d'identité sexuelle fixe. Et ils le disent
spontanément. Ça fait partie, c'est une des conséquences de ce nivellement des modèles maternels et paternels de la petite enfance. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y en a une en dessous encore beaucoup plus importante, c'est cette identité sexuelle au-dessus, mais en dessous, tout simplement, l'identité tout court. Voilà. Parce qu'il y a un autre aspect des choses, ces deux identifications maternelles et paternelles de l'enfance euh, servent à l'identité de l'enfant, à ce qu'il puisse trouver son identité. Si une des deux est manquante ou déficitaire, l'identité va être bancale et l'enfant recherchera ensuite en permanence et probablement ad vitam aeternam des modèles auxquels s'identifier. Et par exemple, le développement, entre autres, des réseaux sociaux aujourd'hui, bah, c'est une des conséquences de ça. Le besoin d'adhésion à un groupe, ne serait-ce que par l'intermédiaire de son téléphone portable ou autre. Les deux périodes d'identification sont aussi capitales dans le choix ultérieur qu'on fera de nos choix d'amour. Le choix de nos futurs partenaires, quels qu'ils soient, est en bonne partie prédéterminé par ces deux identifications de la petite enfance, et encore plus par la première. À tel point qu'on peut aller jusqu'à dire que le choix d'un compagnon ou d'une compagne est déterminé non pas par la relation au père, mais par la relation à la mère, même si on est une fille. Alors, y compris d'ailleurs dans les cas les plus pathologiques, je pense aux perversions. Hein. Le choix d'objet d'amour, il se fait également dans ces pathologies. Et là aussi, c'est très, très, très dépendant de la petite enfance. On, à l'époque de Freud, on pensait que la perversion trouvait son origine aux alentours de 3 à 7 ans. Aujourd'hui, on est bien, bien, bien avant ça. Euh, on parle de la première année de l'enfant. Donc les perversions, dans toutes celles que vous connaissez, y compris les plus insoutenables, ben, trouvent pour l'essentiel leur origine, malheureusement, dans la relation à la mère. D'où l'idée que enfin, mes étudiants me reprochent, oui, mais avec vous, c'est toujours la faute de la mère. Alors, donc, on a changé de vocabulaire, on ne dit plus la faute, on dit la responsabilité.